Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour les débats, évidemment, nous allons revenir en grande partie sur ce qui s'est passé à Nogent, le meurtre, l'assassinat de cette conseillère d'éducation par cet adolescent de 14 ans, avec cette réaction à chaud des politiques. Moi, je dois avouer qu'hier, j'ai eu l'impression de voir un canard sans tête, enfin des canards sans tête, qui se lançaient dans tous les sens avec une sorte de boîte à outils pour trouver des solutions immédiates. On va évidemment y revenir. On va parler aussi de Rima Hassan. On n'a pas eu le temps de le faire hier, et des 3 autres Français détenus en Israël, puisque c'est surtout c'est pas vraiment détenus, c'est qu'ils n'ont pas eu envie de repartir. Bref, tous ces sujets avec vous et bien d'autres. Alexandra Spinner, enseignante déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. Mathias Leboeuf, journaliste et philosophe. Bonjour. Boris Saintini, bonjour. Merci d'être là, directeur général du groupe Praxi Finance. Et Mehdi Raïch, vous êtes analyste politique. Bonjour. Tous ces sujets donc avec vous. On va commencer avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Commençons avec vous, Boris. Honneur au nouveau, et c'est un livre. Vous vouliez faire un coup de cœur à un livre. Je voulais chercher longuement entre un coup de cœur et un coup de gueule. J'ai lu dernièrement un livre de Giuliano d'Ampoli qui s'appelle L'heure des prédateurs, qui m'a beaucoup marqué parce que je l'ai trouvé simple à lire. Je l'ai trouvé profond. Je trouve qu'il décrit relativement bien la société dans laquelle on est, dirigée par des hommes principalement aujourd'hui, avec un fond de violence. Il nous explique qu'il y a des milliardaires de la tech, qu'il y a des dirigeants chinois, américains, il y a des influenceurs de l'ombre, et on rentre en fait dans son livre, dans un système de reportage un petit peu, où c'est une suite de faits qui nous met en lumière la façon dont la violence a complètement changé, dont elle est aujourd'hui plus habillée, plus rapide, plus technologique. Et je trouve que ce livre, c'est une ouverture d'esprit sur les choses qui ont changé, le rapport aux choses fondamentales qu'on avait avant, le droit, la transparence, les institutions, où on se sent plus vraiment protégé. Et j'ai trouvé qu'aujourd'hui, son livre, il tombe dans une conjoncture tout à fait particulière. Et que ça répond, celui qui se pose des questions, ça répond à beaucoup de choses. Vous l'avez lu, je crois, Alexandra ? Oui, je l'ai lu. J'ai beaucoup aimé. J'aime d'abord beaucoup cet auteur, dont il faut rappeler qu'il est italien, mais qu'il écrit en français. Oui. C'est quand même tout à fait remarquable. Le livre, comme toujours, ce qui est incroyable, c'est que ces livres correspondent toujours. Oui, au moment, il y avait le précédent qui parlait de Poutine. C'était incroyable. C'était visionnaire. Et là, celui-là est vraiment... alors, je ne sais plus qui le disait avant que nous commencions l'émission. C'est que je l'ai là. Vous l'avez avec vous. Et ça se lit très facilement, avec quand même des passages assez truculents, si je puis dire, notamment le récit du banquet d'inauguration de la Fondation Obama, qui m'a beaucoup marqué, je dois dire. Le banquet woke. Oui, le banquet woke, absolument. Donc un petit livre qui dit tout des mots de notre époque. Il y a quelque chose d'inquiétant dans ce livre quand même, parce que c'est souvent drôle, mais le point de comparaison que fait D'Ampoli, c'est qu'on revient au Borgia, et l'archétype des nouveaux dirigeants qui arrivent sur scène aujourd'hui, il le compare au Borgia, et avec quelque chose de très machiavélique et dans un rapport de force permanent. Alors il prend plusieurs... Et ça c'est effectivement, c'est un décryptage du temps qui est quand même un peu inquiétant. Moi, son livre, je le trouve léger, facile à lire, mais le fond est quand même très sombre. Et ça nous renvoie effectivement à une actualité à laquelle on est confronté aujourd'hui. Et puis il nous fait comprendre une chose, c'est que c'est pas l'avenir, c'est pas ce qui nous attend, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est ce qu'on est en train de vivre, c'est ça. Et c'est ça qui nous marque le plus. Vous l'avez lu, Mehdi, non ? Non, moi j'ai lu Le Match du Kremlin que j'avais beaucoup aimé, mais tu as abordé le thème de la violence dedans. C'est vraiment très présent dans le livre. Oui. Ce qui fait le plus mal. Oui, non, mais c'est la violence. Je suis tellement dedans aussi. Il y a violence physique et il y a violence par les faits. Oui, par les faits, par l'attitude, par le comportement. À un moment donné, il parle de MBS. Ben Salman, Mohamed Ben Salman, avait initié un banquet où il avait réuni les influents de son pays sous forme d'une réception notable. Et en fait, il les a complètement séquestrés, torturés.
Et demain, il y en a un qui est mort. Il y en a un qui est mort, à qui il a demandé une rançon. Pour rendre l'argent à l'État, finalement. Et on est au XXIe siècle. Hein. Et on retourne dans les Borgias, c'est ce qu'on disait. Et il le dit, on est vraiment dans ce système-là. Ça s'appelle l'heure des prédateurs, oui, Giuliano de Ampoli. Et si vous n'avez pas lu Le Mage du Kremlin, je vous encourage vivement à le lire. Les ingénieurs du chaos aussi. Oui, la peste et du chaos. Beaucoup moins connu. Je connais pas du tout. Et tout existe en collection. Je pense qu'ils existent tous en collection de poche. Mehdi, un coup de cœur. Oui, je voulais mettre en avant 2 associations. La semaine dernière, il y a eu notamment la condamnation de 2 médecins suite à une circoncision. Un enfant est mort. Et donc, je voulais mettre en avant l'association Droit au corps, qui justement parle de la circoncision comme d'une mutilation génitale, mais aussi de l'excision. Je tiens à signaler qu'en Ile-de-France, en Seine-Saint-Denis, il me semble qu'entre 7 et 10% des femmes sont excisées. Donc c'est un vrai sujet, la mutilation génitale. Donc je voulais absolument les mettre en avant parce que, à mon sens, la première des libertés, c'est celle de l'intégrité de votre corps. Et certains enfants, certaines femmes n'en bénéficient même pas en 2025, y compris en France. Donc je voulais absolument mettre en avant cette association. Et la deuxième, c'est le MELP. Le mouvement pour l'émancipation et les libres penseurs. Alors je voulais reconnecter ça à l'actualité politique, où on va parler tout à l'heure peut-être de Rima Hassan, mais de manière générale, j'aime pas la manière dont on voit, et ce sujet, Alexandra, tu vois que je maîtrise bien sur l'islam et les musulmans, mais il faut arrêter de les voir comme un bloc homogène. Et on ne parle pas assez des personnes qui quittent les religions. J'avais notamment mis en avant le podcast de Soraya Féministe, le livre d'Ali Babal sur les apostats de l'islam. Oui, mais c'est des gens qui ont quitté l'islam. Qui ont quitté l'islam, justement. Et on ne se rend pas compte aussi que ce sont des personnes qui se trouvent dans des situations absolument désastreuses. Et le MELP parle de toutes ces personnes-là, pas que des apostats de l'islam, des personnes qui veulent quitter des dérives sectaires, des dérives religieuses, qui se retrouvent dans le dénuement le plus total. Et je voulais absolument mettre en avant cette association, le MELP. Donc MELP, vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux, et j'estime que c'est d'utilité publique. On se retrouve dans un instant, on va évidemment revenir sur le drame qui s'est déroulé à Nogent hier, les solutions, les interrogations autour de cet assassinat. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. On se met d'accord aujourd'hui autour d'Alexandra Spinner, enseignante déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. On en parlait du décrochage scolaire et des difficultés d'apprentissage pendant le journal. Mathieu Leboeuf, journaliste et philosophe. Mathias, je dis Mathieu. Mathias. Boris Intini. On dit Intini ou Intini? Comme on veut. Comme on veut. Non, mais... En Italie, ils disent Intini, en France, ils disent Intini. On va se. Intini, on va respecter les origines. Directeur général du groupe Praxi Finance, et Mehdi Raïs, vous êtes analyste politique. On va revenir sur ce qui s'est passé à Nogent, la réponse politique, l'interdiction des couteaux proposée par François Bayrou. J'avoue que j'étais assez consternée. Vente de couteaux aux mineurs, et Emmanuel Macron, lui, veut s'attaquer aux réseaux sociaux. Bref, beaucoup de sujets encore avec vous autour de ce drame. Dites-nous ce que vous en pensez. Vous savez que vous pouvez réagir sur notre compte Facebook et sur YouTube. Alors, Mathias, vous vouliez votre coup de gueule. Ça concerne l'influenceur Alex Hitchens, dont je dois vous avouer que j'ignorais l'existence. Il est très 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 connu. Ça concerne justement les réseaux sociaux, puisque en ce moment se tient une commission parlementaire sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, et donc plusieurs influenceurs sont interrogés. Alors dans un climat assez curieux, c'est quand même un climat déjà assez tendu, parfois surréaliste, à tel point qu'on se demande un peu si cette commission n'est pas une usine à gaz, mais bon, c'est pas vraiment le sujet que je voulais aborder. Effectivement, il y a un certain Alex Hitchens qui est auditionné, de son vrai nom Isaac Mayembo. C'est un ancien basketteur de haut niveau qui est reconverti en coach de séduction, et notamment à travers des vidéos de drague de rue qui sont pour le coup un peu offensives. Alors justement, cette commission reproche à bas mot des propos sexistes, misogynes, haineux, et on lui reproche notamment durant cette audition d'avoir déclaré que, vous voulez qu'on écoute l'extrait? On va écouter l'extrait, donc oui, d'avoir eu certains propos que va rappeler l'un des... Parfait. On va écouter.
Je parlais du fait que dans ce monde qui est dur, que fait une femme dehors après 22 heures? Et je poursuivais ensuite, il est préférable de sortir avec une amie, ou avec 2 amis, ou avec un homme. Vous avez pris 10 secondes de mon propos, vous l'avez isolé, et vous venez de me le balancer à la gueule. C'est le problème de TikTok. À la gueule, excusez-moi, mais vous prenez son téléphone, si elle refuse, c'est une pute fin de relation, c'est pas moins problématique. Sur TikTok et sur YouTube, les conditions, excusez-moi, je vais finir. C'est moi qui mène l'audition, je suis président de la commission d'enquête. Excusez-moi, on va couper le son de monsieur Etienne. Je vous disais... Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée. Je finis mon propos. Voilà, donc tout est dit. C'est hallucinant. Effectivement, on reproche donc à Hitchens d'avoir des propos sexistes, d'avoir. Il les a, ouais. Non mais il les a, bien sûr. Ceux qu'il conteste, c'est-à-dire que lui, et c'est son droit de le contester. Ça, moi là-dessus, je lui reconnais ce droit-là. Il dit que ses propos ont été tronqués. Il se justifie en disant j'ai juste dit qu'une femme ne doit pas sortir après 22 heures sans une copine ou un mec. Alors, et que si elle veut pas le porter. Si elle veut pas donner son portable, c'est une pute. Il essaye de recontextualiser, mais surtout, ce qui est édifiant, c'est que face à l'obstination des enquêteurs parlementaires, de ceux qui l'auditionnent, il était en visio, il raccroche, il se déconnecte, au revoir monsieur, au bout de 15 minutes. Et ça m'a profondément choqué parce que ça montre le mépris total de cet influenceur et peut-être des autres sur le travail parlementaire. Ça montre aussi la toute-puissance de l'ego de ces gens qui sont suivis par des millions de personnes et qui ne supportent pas la contradiction. Et puis ça marque aussi l'irresponsabilité totale de ces gens qui sont encore une fois suivis par de nombreuses personnes et qui donnent un exemple déplorable. Voilà. Ça peut lui coûter 2 ans de prison et 7500 € d'amende, mais je pense qu'il n'en sera rien. Ouais, c'est ça. Et les parlementaires ont l'air complètement démunis face à ça, c'est-à-dire qu'ils sont restés un peu pantois et voilà quoi. Mais digne. C'est Arthur Delaporte de la France Insoumise qui l'interrogeait. C'est un PS, pardon, pourquoi j'ai dit France Insoumise de PS? Parce que parfois il y a confusion. Oui, voilà. Et bim. Mais c'est vrai que l'attitude qu'il a de dire vous me balancez ça à la gueule à un député dans une commission d'enquête et de quitter, effectivement, ça rejoint un peu le sujet. Ça m'a vraiment stupéfait et ce qui m'a aussi interrogé, c'est la tétanie des membres de la commission, c'est-à-dire qu'ils sont restés. On a quand même l'impression que face à ce genre d'attitude, le politique ou les politiques sont un peu largués. Il y a un décrochage. Ouais, c'est ça. Ils parlent pas la même langue. Il y a une espèce de dichotomie. Il y a 2 mondes parallèles qui s'affrontent. Mais moi, ce qui m'a surpris dans tout cela, enfin surpris ou désolé ou chagriné, comme on veut, c'est que ce sont les commentaires après sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que il y avait absolument aucun commentaire de soutien pour ces parlementaires. Non. Mais pour ces influenceurs, avec des insultes. C'était même plutôt à l'égard des parlementaires. C'est un procès stalinien, on est en URSS. Alors là, procès stalinien, là, tu vas un petit peu dans le haut de gamme. Un anti-parlementarisme très clair. Boris Sentini sur ce sujet. On est les réseaux sociaux, il y a des gens à qui on ne devrait pas toujours donner la parole, je pense. C'est tout le problème des réseaux sociaux. Voilà. Et chaque personne peut avoir un micro puis une caméra. Il y a forcément des dérives. Il y a des personnes qui n'ont pas les codes, qui n'ont pas forcément l'éducation pour. Et il y a des gens qui se rattachent à ce qu'il fait, ce qu'il dit, qui ne trouvent pas qu'il y a d'aberrance dans ses propos. Lui non plus, visiblement. Il se sent porté par une communauté qui est la sienne. Pour peu qu'ils aient gagné quelques sous avec ce qu'ils font en monétisant leur chaîne, ils se croient intouchables. Et derrière, quand ils se retrouvent devant une enquête, une commission parlementaire, on se retrouve dans ces dérives où l'autorité n'a plus de sens. Donc finalement, il se dit, je suis convié, je suis pas obligé d'y aller. C'est un conseil quelque part. Bien sûr. Et puis il se dit, et puis la visio n'arrange rien. Parce qu'il n'a plus qu'à cliquer, puis il part. Il y a un espèce de petit paradoxe cynique, c'est que cette commission qui enquête donc sur les dérives ou sur les effets psychologiques néfastes sur les mineurs est filmée et finalement finit par alimenter elle-même le buzz. C'est le monstre qui s'auto-alimente. Oui, c'est ça. Ouais. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Parce qu'Alexis Hitchens, il est très connu sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, et même Booba, le rappeur, l'avait qualifié de misogyne. Quand même Booba vous qualifiez de misogyne, c'est vraiment que vous êtes déjà dans un délire particulier.
Et sur la communauté, ce qui est intéressant, c'est déjà c'est une communauté très jeune, c'est une communauté très masculine qui le suit, et ils formatent des esprits. Et on parlait de quelques chiffres. Il me semble qu'après il y a le Nasdaq, qui est aussi un autre influenceur qui est passé. Et il disait que par mois il se fait jusqu'à 100-150 000 euros de chiffre d'affaires. Non mais comment, il y a une auditrice qui pose la question, comment est-ce qu'on peut sur les réseaux faire de la pub en disant aide psychologique et des choses comme ça? Il n'y a aucune réglementation sur c'est totalement libre, on fait ce qu'on veut et on peut faire... C'est de la prédation de la jeunesse, vraiment il y a un aspect de prédation de la jeunesse. Et ce qui est intéressant juste après, c'est qu'il me semble qu'il a relancé un live pour faire réagir, à sa propre expulsion. Il a récupéré le truc et effectivement il a alimenté. C'est là qu'il a fait communautaire. On est tous avec toi, on est derrière toi. C'est exactement ce principe. C'est assez édifiant. Allez, vous savez que dimanche c'est la fête des pères et à cette occasion, cette semaine et tous les jours sur Sud Radio, dans chaque émission, nous vous offrons un bracelet de la collection Lettres de la marque Le Vent à la Française. Donc c'est un joli bracelet qui est fabriqué en France, unisexe, résistant à l'eau, sans allergène, enfin bref, un très joli cadeau que vous offre Sud Radio, 0826 300 300. On vous donnera le nom du gagnant dans un instant. Une petite page de pub et on revient avec vous, Alexandra, sur la grande émission sur les océans avec le président de la République, qui a été une catastrophe d'audience. 1,5 million de téléspectateurs, du jamais vu pour une interview de président de la République. Puis moi j'ai vu la courbe, vous avez vraiment une chute vertigineuse de l'audience au moment où il prend la parole. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cette semaine, écoutez Sud Radio tous les jours entre 7h et 8h pour tenter de remporter votre bon pour un séjour d'une valeur de 1 200 € pour vos prochaines vacances dans les clubs et hôtels Bellambra, en famille ou entre amis. Choisissez parmi 45 clubs et hôtels situés dans les plus beaux endroits de France. En club, vous profiterez d'équipes aux petits soins. 10h midi, mettez-vous d'accord. Valérie Expert. On se met d'accord aujourd'hui autour d'Alexandra Spinner, Mathias Leboeuf, Boris Intini et Mehdi Raïch. Alors Alexandra, on va revenir avec vous sur les propos du président de la République hier. Il était donc invité de la grande émission de France 2 pour parler des océans, la sauvegarde des océans. Déjà, est-ce qu'il aurait dû aller dans cette émission hier, compte tenu du drame de nos gens? La question se pose effectivement. Est-ce que c'était la place du président de la République hier soir, après que toute la France s'émeuve du drame de l'assassinat de cette surveillante? Ouais. Ça, c'est vraiment une question qu'on peut se poser. Mais moi, il y a une séquence qui a retenu mon attention. Et où on voit bien que en même temps, Macron s'est transformé en schizophrénie. Alors on a d'un côté le président des océans, celui qui nous explique sa fierté de la politique écologique conduite selon lui depuis 8 ans, et de l'autre, nous avons son lieutenant historique qui devient le lobbyiste en chef de l'ultra fast fashion qui incarne le monde ultra polluant et carboné. Alors, Macron nous explique qu'il aurait conduit une politique écologique exemplaire avec et pourtant de l'autre côté, on a une multiplication des contraintes et des normes, la voiture électrique, la transition forcée vers la voiture électrique, une politique anti-nucléaire un jour, faut s'en souvenir quand même, et de l'autre, on a le macronisme qui s'enrichit sur une folie industrielle et écologique avec la fast fashion. Alors bien sûr, évidemment que M. Christophe Castaner est libre, mais on aimerait vraiment entendre une réprobation. Alors on va écouter, donc voilà. Il n'a pas lâché Hugo Clément, il lui a posé la question de savoir ce qu'il pensait du fait que Christophe Castaner soit lobbyiste de Chine, et le président le tacle de façon assez violente. Il est un peu paumé quand même, on sent qu'il est il rame, écoutez. On a une haute autorité de la transparence de la vie publique, qui est déjà, par rapport à tous les pays du monde, qui fait que tous les ministres, tous les parlementaires, tous les maires, tous ceux qui servent la République, c'est très compliqué de retrouver une vie normale pour eux dans leur secteur d'activité. Et après, pour beaucoup d'entre eux, c'est très dur de trouver un job. Je pensais qu'il n'a pas eu le choix. J'ai pas eu la discussion avec lui. Boulot. Mais je suis pas là pour le juger lui. Et donc, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat un peu stigmatisant et un peu personnel. Les débats méritent mieux que ça, si vous me permettez. Et voilà. J'aime pas ces méthodes. Vous dites il faut je vous le dis aussi. Donc c'est légitime comme question. Mais vos questions c'est légitime, mes réponses ce sont tout autant. Bien sûr.
Alors, plusieurs choses que j'ai vues sur les réseaux, j'ai vérifié. Donc, il dit c'est très compliqué de retrouver un boulot. Donc, on lui rappelle Bruno Le Maire qui a commencé une carrière de politique, de professeur de politique en Suisse. Christophe Castaner qui est directeur du port de Marseille et conseiller stratégique donc chez Chine. Olivier Véran qui a créé une société de lobbying. Stéphane Séjourné qui était à la Commission européenne. Dominique Faure qui est pressenti pour l'Agence nationale pour la rénovation. Jean Castex à la RATP. Pape Ndiaye, ambassadeur auprès du Conseil de l'Europe. La liste, je ne veux pas toute vous la faire. Brune Poisson, qui est au conseil d'administration de Jetlink. Emmanuel Vargon, qui est à la tête de la commission de la... Enfin bon... Non mais ça va quoi, ça va. Et puis. Franchement, on pourrait en discuter. Mais moi, ce qui me sidère, c'est que le président de la République, à un moment, n'ait pas dit simplement sa réprobation, parce qu'on peut quand même imaginer que M. Castaner puisse trouver un métier qui soit plus en adéquation avec ce qu'a fait sa carrière. Je vous rappelle qu'on parle d'un homme de gauche, que là, il se transforme en porte-parole de la concurrence biaisée et destructrice. Et on voit bien toute l'hypocrisie quand même. Enfin, je veux dire, ça aurait été à l'honneur d'Emmanuel Macron. Non, Monsieur Castaner n'est pas en mission pour transformer Chine selon les règles de la responsabilité écologique. Je crois que personne ne va croire à cela. Il monnaie en réalité un carnet d'adresses obtenu à coup de promesses écologiques et sociales. C'est ça la réalité. Et là où les intérêts émergent, la conscience s'efface. Et j'ai quand même l'impression que c'est un peu la morale de la fable macroniste. Oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai trouvé qu'Emmanuel Macron était très mauvais dans sa réponse parce qu'il sort des éléments de langage qui émanent de vieux média training. On sent que vraiment il est un peu acculé et que c'est pas une méthode. J'aime pas vos questions, mais oui, c'est ça. J'aime pas vos questions. Il répond pas en fait. Il répond pas. Et ça montre bien justement le grand écart auquel se livre, effectivement, notamment la Macronie. Il y a peut-être pas que la Macronie, mais en l'occurrence. Ils sont au pouvoir, donc c'est quand même... Oui, sur cette séquence, Boris Cintini. Sur la forme en elle-même, il est acculé sur une question qui le dérange. Et on sent un fond d'agressivité dans la réponse, qui peut se comprendre, parce que quand on n'est pas à l'aise sur une réponse, parfois on a des dérives. Sur le fond, on en discutait tout à l'heure avec Mme Spinner, quand on a été ministre... C'est pas toujours évident de retrouver du travail derrière. Pour deux choses. Non, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Monsieur Dupond-Moretti, par exemple, qui a été 4 ans ministre de la Justice, ou plus 6, oui, pardon. 6. Au moins 4 ans. Au moins 4 ans, en tout cas, voilà. Typiquement, c'est très compliqué pour lui de redevenir avocat. Je veux dire, on n'est pas obligé de tomber dans le populisme qui contribue quand même à discréditer la classe politique. Il semble dire, en gros, il est à la rue. Non, mais c'était pas le bon argument. Accepter ce boulot. Non, mais c'était pas le bon argument. Moi, je pense qu'il aurait tout à fait pu dire, écoutez, j'aurais aimé que M. Castaner trouve un autre job, même si c'est vrai que c'est difficile quand on a été ministre. Il l'a pas fait. C'est ça qui me choque. Il aurait dû être honnête. Il aurait dû dire, je suis content. Tout ce que je viens de dire sur M. Castaner, qui a quand même construit sa carrière sur des valeurs qui sont à l'opposé du job qu'il a accepté. Enfin, je veux dire, comment voulez-vous que les gens nous respectent ? Comment voulez-vous que les gens respectent la parole publique ? Comment voulez-vous que les gens respectent les hommes et les femmes politiques quand il n'y a pas de cohérence ? Il y a un moment, une vie, c'est quand même une cohérence. Il faut être à peu près aligné avec ce qu'on souhaite, ce qu'on dit. Surtout quand on fait des leçons après aux gens, c'est compliqué de tenir cette barre. C'est surtout que l'argument n'est pas valable. Non, mais l'argument existe. Oui, mais l'argument existe. Mais Christophe Castaner, en l'occurrence, il est président du conseil d'administration de la société concessionnaire Autoroutes et Tunnels du Mont-Blanc. Il est président du conseil d'administration de la société. Tout va bien pour lui. Donc ça va pour lui. Ça va. Donc c'est pas le bon argument. C'était tellement simple pour lui de dire, écoutez, oui, j'étais un petit peu étonné. Enfin, il n'y a pas que lui. Il y a Madame Gage et d'autres qu'on a déjà cités ici avec vous, Valérie. Mais je veux dire, il faut un moment juste admettre que ça n'est pas défendable. Et le président de la République, moi je trouve bien qu'il défende les siens, c'est quelque chose que je respecte, mais à un moment, il faut quand même... Mais la réponse est mauvaise, voilà, c'est la mauvaise réponse. Sans faire de populisme, on peut rappeler aussi et dire qu'il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus dur de retrouver du travail. Mais bien sûr, quand ils sont évidemment. Ils ont du mal à retrouver. Donc moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelque chose
d'un peu indécent, ouais, c'est ça, dans cette réponse, parce que tout est dans la déconnexion, mais c'est pour ça qu'il ne répond pas à la question. C'est pour ça qu'il ne répond pas à la question. Ça aurait été tout à l'honneur d'Emmanuel Macron de dire, il est libre de le faire, mais moi je l'aurais pas fait. Je trouve ça incohérent avec ce qu'on a pu faire au produire depuis des années. Il est dans les éléments de langage, dans la communication, et là on perd petit à petit les gens sur ça. Et en posant cette question, on attend quoi comme réponse finalement? C'est-à-dire quand Hugo Clément il pose la question au président, qu'est-ce qu'il attend comme réponse? Il attend qu'il s'explique la question. Moi, je trouve qu'elle était légitime. C'est-à-dire qu'on parle des océans. Oui, on connaît la réponse. Elle est provocatrice. Parce qu'on sait, il y a deux choix pour le président. Oui. Il y a soit de dire, j'ai un ancien des miens, je vais me mettre à dos cette personne, en l'occurrence Castaner, et c'est une seule personne à qui je me mets à dos, puis je peux lui passer un coup de fil derrière en lui disant, tu comprends bien politiquement, en faisant du politiquement correct, je suis pas allé dans ton sens. Est-ce que M. Castaner n'a pas réfléchi au fait peut-être qu'il a mis le président de la République en difficulté? Oui, dans une position qui est pas bonne. Je veux dire, quand on est au service d'un président, eh bien aussi, on veille à ce que nos choix soient cohérents et ne mettent pas en difficulté celui qui nous a conduit Ce que pointe Hugo Clément aussi, c'est la dichotomie entre les beaux discours et les actes. C'est ça. Oui. Et il a raison de le faire. Vous trouvez que la question, il n'aurait pas dû la poser? Je trouve qu'elle est légitime. J'enlève pas cette question. Je vois de l'autre côté aussi la difficulté pour un ancien ministre de se recaser. Je le sais. Mais il a déjà du boulot. C'est là où ça tient pas la route. J'entends bien, mais c'est la question, elle est posée au bon endroit au bon moment. Je la comprends. Mais la réponse, on est forcément là pour essayer de faire vaciller celui qui répond. Et on est forcément là parce que si on voulait faire les choses correctement, le président aurait dû aller dans votre sens, mais je suis pas là pour porter juste mon point de vue. Il aurait simplement dû dire, oui, en effet, c'est une bêtise, il y avait peut-être d'autres opportunités, puis il aurait dû clôturer. Non, mais j'entends ce que vous dites, mais il était si facile pour lui de fermer le banc. C'est ça. De dire, j'étais très étonné, je n'y serais pas allé, j'étais un petit peu étonné. D'ailleurs, je lui ai fait part de mon étonnement. Mais c'est même pire, il s'énerve, il est agacé. Il est très agacé par la question. C'est pour ça que c'est mais c'est là où il perd le sens politique de sa réponse, quoi. C'est-à-dire qu'il est dans des éléments de langage au tac au tac, et il n'a pas la réponse. Ça devient personnel, il a rien à dire. C'est là que c'est problématique. Mais là, c'est pas tellement qu'il a un autre boulot, c'est ce boulot-là qui pose question, c'est-à-dire Chine, la fast fashion, on parle des océans, on parle de la pollution, on parle du plastique, et donc c'est en ça, moi dans je le trouve même temps une loi qui passe au Sénat, enfin je veux dire c'est lunaire. Réponse un peu. Et ça fait un crash en termes d'audience. Oui, parce que les Français ne s'y trompent pas en fait. Mais les gens n'y croient plus. Il y a une vraie défiance sur le politique. Est-ce que vous pensez que s'il n'avait pas été dans l'émission, ça aurait fait plus d'audience? Non. Et le fait que le président y soit indique quand même que même si le président y est, il y a un crash au niveau des audiences. C'est-à-dire que les gens ne se préoccupent plus de ce que pense Emmanuel Macron. C'est dommage parce que c'est un sujet important et intéressant. Ouais. On marque une pause et on va parler de ce qui s'est passé à Nogent, de cette adolescente de 14 ans qui a poignardé son enseignante et des réactions politiques qui ont été annoncées, enfin des décisions concrètes qui ont été annoncées par les politiques. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Taille produits concernés et magasins participants sur carrefour.fr. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Hier, donc, en Haute-Marne, au lycée Françoise Dolto, certains font le collège, oui, c'est le collège Françoise Dolto. Certains font référence au nom du collège en disant. Oui, je pense. Enfin, moi, j'étais sidérée. Enfin, je sais que on peut donner cette dénomination à des collèges, mais je trouve que ça dit beaucoup aussi du délitement. Vous y voyez un symbole. Oui, j'y vois un symbole, oui, absolument. Donc, ce jeune de 14 ans a poignardé une surveillante, une assistante d'éducation devant le collège lors d'un contrôle de sac effectué par des gendarmes. Visiblement, quand il a vu les gendarmes, il s'est précipité sur la conseillère d'éducation et il l'a poignardée. Elle en est morte. Donc évidemment, réaction immédiate de tous les politiques et en particulier hier donc du Premier ministre qui était aux 20h de TF1. Écoutez ce qu'il a annoncé.
Le port d'armes, celui qui détient un couteau dans son sac ou sur lui, ça doit être strictement interdit et ça doit être contrôlé. Ça n'empêchera pas tous les drames. On est en train, vous le savez, sur les sites pornographiques, de proposer ce contrôle de l'âge. Il va être étendu là et que les armes seront des armes de cette nature. Il faudra qu'un adulte signe la réception. L'élargissement de la liste des armes blanches, des couteaux, c'est tout de suite, et l'imposition que ce soit une vérification d'âge de celui qui reçoit le colis, c'est tout de suite aussi. Alors je signale, Premier ministre, que l'acquisition et la détention d'armes, toutes catégories confondues, sont interdites aux mineurs, à de rares exceptions près pour certains sports, effectivement. Donc le port d'armes pour des mineurs est déjà interdit, et on a l'impression qu'il fallait trouver tout de suite des choses à annoncer. Parce et moi, le sentiment que j'ai eu en le voyant, c'est que ce sont des gens qui ne sont pas dans la vie. Alors, il a pourtant eu 5 enfants, mais qui ne sont pas dans la vie, qui ne voient pas comment fonctionnent les jeunes. Je veux dire, se trouver un couteau. J'entendais Maurice Berger ce matin qui disait les couteaux, ce sont les kalachnikovs des lycéens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très facile de se procurer une kalachnikov pour des jeunes. C'est facile de se procurer un couteau. Et un couteau, il y en a dans toutes les cuisines. J'ai fait l'exercice tout à l'heure d'aller voir les couteaux sur Amazon. Vous pouvez en acheter comme vous voulez. Machettes. Mais ça va être quoi après? Ça va être les zombies dead. Est-ce que vous avez remarqué quand même quelque chose de très frappant pour moi? C'est que depuis ce drame, évidemment, on commente beaucoup, on interdit, on annonce des mesures spectaculaires, mais il y a un mot que je n'ai pas entendu, et je crois que c'est très symptomatique de toute cette société gangrénée par la violence, sont les parents. Non mais où sont les grands absents du débat? Qui sont les grands absents du débat? Pardon, mais... alors, on vous dit que les deux parents travaillaient, on ne sait pas grand-chose. Très bien, mais les deux parents travaillaient très bien, mais ils sont parents. Enfin, je veux dire, pour vos auditeurs qui ont des enfants, on sait très bien quand même je veux dire, il semblerait qu'il s'agit d'un jeune adolescent qui ait déjà des soucis. Un peu perturbé. Qui est déjà un petit peu perturbé, qui avait... Pas pour Elisabeth Borne. Hein. Non mais bon, écoutez, je crois que Madame Borne ne vit pas dans la même dimension que nous. Voilà, mais en tout cas, elle ne vit pas dans la même dimension que la communauté éducative, et c'est quand même très inquiétant. Mais voilà, un jeune homme quand même. Alors, sous réserve, mais il semblerait quand même qu'il ait publié des choses assez terrifiantes sur Telegram. Je ne pense pas que ses parents aient pu l'ignorer. Si. Enfin, je veux dire, non, mais à un moment... C'est possible. C'est possible. Très bien. Mais enfin, on peut s'inquiéter et quand même déplorer que ses parents l'ignorent. Enfin, je veux dire, c'est quand même un jeune homme qui avait besoin d'être... disons, encadré, et en tout cas, la communauté scolaire avait manifestement besoin d'être protégée de lui. Et ça pose aussi la question enfin, je veux dire, c'est tout le sujet, en fait. C'est tout le sujet. La réaction de Bayrou est hallucinante. Moi, quand j'entends François Bayrou, je pense au Shadok. J'ai l'impression de déconnexion et d'absurdité totale. Parce que cette histoire de couteaux, effectivement, des couteaux, on peut interdire la vente, mais il y en a dans toutes les cuisines et tous les restaurants. Non, puis après, vous prendrez un tournevis, vous allez une fourchette, sous prétexte de sécurité, vous pouvez toucher à tout les et puis il y a une autre chose, et là on a l'impression qu'il réagit à chaud et qu'il n'a même pas connaissance vraiment de ce qui s'est passé, c'est qu'il dit on va multiplier les contrôles. Or justement, c'était durant à l'occasion d'un contrôle où la gendarmerie était présente. Donc c'est dire à quel point il est décalé par rapport à la situation, c'est-à-dire et à quel point ils sont démunis, à quel point on n'a pas de réponse. Voilà. Et sur ce cas, j'ai lu que ce collégien avait eu 2 incidents. Il avait été exclu tenté d'étrangler un autre élève et que les parents ne pouvaient pas ignorer. Pardon. Voilà. Ça, ils peuvent pas ignorer. Ce qui veut dire que on peut interdire, on peut faire du répressif, on peut condamner, mais le préventif, comment se fait-il que ce gamin qui a eu 2 incidents qui ont entraîné 2 exclusions temporaires n'ait pas été encadré, qui n'ait pas eu un crible. Il s'est dit tranquille depuis le mois de novembre, voilà, c'est ce que j'ai lu ce matin. Elisabeth Borne dit ce n'est pas remonté au rectorat. J'en ai discuté avec un enseignant qui me dit nous on a plein d'incidents dans notre collège et c'est le pas de vague parce qu'on est mal noté. Des menaces de mort sur du personnel, on entend toujours. Tout ça sont des années de renoncement, voilà, des années de lâcheté. Des années aussi de perte de repères, parce que vous voyez bien que dans notre société de façon générale, et pas seulement à l'école, on voit bien que l'autorité n'est plus une notion clé.
l'autorité n'est plus le principe hiérarchique immuable. Il y a un problème de frustration. Et c'est quand même le sujet. Enfin, je veux dire, c'est terrible. Enfin, on a des drames d'enseignants, de personnel éducatif qui sont tués. Je veux dire, on a et il ne se passe rien. Mais on parle de l'autorité, mais c'est aussi la frustration. Regardez, moi, je le vois chez les gamins, qui n'est plus géré. Très bien. Oui, et tout de suite, on passe à la case violence parce qu'on ne sait pas communiquer. On parlait du langage tout à l'heure. On va pas faire du Wittgenstein, mais en gros, c'est ça. C'est quand vous avez plus de ce rapport au réel, que vous n'êtes plus en capacité de formaliser les mots. On avait eu un débat sur le rapport à la lecture. Là, on parle du déclassement de l'école. Ce qu'on voit aujourd'hui, le vocabulaire, quand vous avez plus tout ça, quand on n'est plus capable de dire ce qu'on ressent, effectivement. L'alternative, c'est la violence. Il y a cette capacité à pouvoir s'exprimer et il y a l'occasion de pouvoir le faire. Moi, j'ai un fils qui est en collège. Dans ce collège, il est censé y avoir une psychologue et une infirmière. Il n'y a ni psychologue ni infirmière. Donc quand il y a un problème et quand il y a un gros manque de psychologues et des infirmières à l'école. Il y a un énorme manque. C'est terrible. Et ça, c'est des questions. On a rogné sur ces budgets-là. On laisse les enseignants gérer par eux-mêmes avec des bouts de ficelle parce qu'ils sont démunis. Et c'est terrible parce qu'ils sont en première ligne. Non, mais c'est pour ça que j'entendais. Je crois que c'est le Premier ministre hier qui disait on va développer. On va aider les enseignants à prendre en charge les enseignants tranquilles. On demande aux enseignants de régler tous les maux de la société. C'est ça le problème. Boris Cintini. Moi, je pense qu'il y a un problème de fond qui est celui de l'éducation parentale. Oui, vous avez raison. Que j'ai évoqué. Vous avez entièrement raison. Et quand on dit quand vous dites qu'il y a plus de psy. Avant d'aller voir un psy, c'est aux parents d'expliquer qu'un psy, c'est un médecin. Aujourd'hui, quand on parle d'un psy de manière générale, on a honte d'aller le voir ou de dire qu'on va voir un psy. C'est aux parents d'expliquer que le psy sert à quelque chose, que c'est un toubib qui sert à soigner aussi. C'est aux parents de donner le vocabulaire nécessaire pour qu'un gamin puisse s'exprimer correctement quand il arrive au CP. On voit, il y a des études qui disent que des gamins de cadre, ils ont 60% de plus de mots, de vocabulaire que des enfants de classe populaire quand ils arrivent en CP. Donc, on revient toujours à l'origine des choses, c'est qu'il y a des enfants. Moi, je suis né à Annecy, en Haute-Savoie. J'ai ensuite grandi un peu plus tard à Paris. Quand on était gamin, il y avait aussi des élèves qui avaient des couteaux dans leur sac. Il n'y avait pas de violence, mais il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mais il n'y avait pas de violence, mais ils venaient quand même pour faire les malins, pour montrer qu'ils avaient ça, pour peut-être se différencier des autres. Mais il y a aussi, je pense, je suis parfaitement d'accord, mais je pense aussi qu'il faut qu'on fasse une vraie révolution. Il faut qu'on remette à zéro en fait notre logiciel, parce que typiquement, nous à la région, quand on a mis en place les brigades régionales de sécurité, qui sont plébiscités par les proviseurs. Ce sont les proviseurs qui demandent à ce que les brigades régionales de sécurité viennent assurer la sécurité, la sérénité et la tranquillité en milieu scolaire. Bien. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ? On s'est fait insulter, mais insulter. On était des réacs, on était des fascistes, et encore aujourd'hui, une certaine gauche ne voit pas l'intérêt à ces brigades régionales de sécurité qui sont un vrai plus en milieu scolaire et qui sont plébiscitées par la communauté éducative. Alors, allez-y. J'ai le temps, non ? Oui, allez-y. Je vois pas. Non, allez-y. Non, mais il y a, pour moi, c'est systémique. J'aime pas trop ce mot, mais le premier, c'est pour ça que l'intervention de François Bayrou, pour moi, elle est totalement à côté de la plaque, c'est qu'on est face à une situation où l'État n'est même plus en capacité de protéger ses propres fonctionnaires. Alors que c'est sa première mission, protéger les élèves et protéger les fonctionnaires. On ne le fait même plus. Et on va nous sortir quelque chose sous prétexte de sécurité, on va vous restreindre des libertés. On peut faire, pour la sécurité, vous pouvez restreindre toutes les libertés du monde. Le deuxième point, qui est directement relié au premier, c'est le déclassement de l'école. Ça fait 40 ans qu'on revient sur l'école, alors que ça devrait être le premier poste de dépense de l'État. L'enfance, ça peut être aussi relié à tout ce qui est ASE, mais tout ce qui est protection de l'enfance, tout ce qui est éducation, c'est ce que vous devez mettre en priorité dans un État. Aujourd'hui, on ne le fait même plus. Et le dernier point, c'est ce que tu disais, c'est sur l'éducation, sur le rôle des parents et sur l'autorité qu'ont les parents sur leurs propres enfants. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Les trois font système et on n'a aucune solution. La seule chose que nous propose le politique, c'est on va mettre des portiques pour les couteaux à l'entrée de l'école. C'est terminé, t'as pas résolu le problème. Absurde. Écoutez également le président de la République qui s'exprimait sur le sujet hier. Comment on en est là ? Moi, j'ai quelques explications. D'abord, l'explosion des familles. Nous vivons dans des sociétés où, depuis 20 ans,
les familles ont explosé. Et souvent, chez ces jeunes qui sont très violents, c'est des familles qui ont explosé. C'est souvent des mamans seules, dans 90% des cas, qui élèvent les enfants, qui peuvent être débordées. C'est très dur d'élever un enfant et un ado. Et donc moi, j'incrimine personne. Mais c'est une réalité de notre société. On n'a pas fait assez attention à ça. La deuxième chose, ce sont les réseaux sociaux. Et ça, on le sait. Il y a une commission écran qui m'a rendu ses travaux. On a lancé la mobilisation. Moi, je porte l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Et on peut le faire. Parce que toutes ces plateformes ont la possibilité, par la reconnaissance faciale ou des identifiants, de vérifier l'âge. Et donc, on doit interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Et vous allez le faire quand ? C'est simple. Je nous donne quelques mois pour arriver à faire la mobilisation européenne. Sinon, je négocierai avec les Européens pour que nous, on commence à le faire en France. Voilà. On ne peut pas attendre. Il y a une avocate, Julie Courvoisier, sur X, qui dit « C'est déjà interdit au moins de 13 ans. Pour le résultat que l'on connaît, en CM2, l'immense majorité des enfants a un portable et un TikTok. C'est la première question que je pose aux enfants dans les écoles dans lesquelles j'interviens pour une association pour laquelle elle parle. Avec la complicité des parents. Bien sûr. Mais le nombre d'enfants qu'on voit avec des portables à la main. Mais c'est un tout, en fait. On ne peut pas dire c'est les réseaux sociaux, c'est les couteaux. C'est effectivement une faillite totale. Il y a des facteurs qui sont structurels. Ouais. Je voulais revenir sur ce que disait Mehdi, parce que ça me paraît très juste et philosophiquement dense, c'est qu'effectivement, il y a une rupture du contrat social, mais par le bas. Donc les jeunes ne reconnaissent plus l'autorité de l'État, mais aussi par le haut. C'est-à-dire que l'État lui-même ne remplit plus ses fonctions. Et ça, c'est du régalien. C'est-à-dire que sur le régalien, on n'y est même plus. La sécurité, effectivement, le premier principe du contrat social, c'est la confiscation de la violence pour assurer la sécurité des citoyens. Et ça, on a l'impression que l'État aujourd'hui... Oui, le monopole de la violence passe de plus en plus à l'individu et plus à l'État. Mais pourquoi la violence ? On parle d'ensauvagement. Pourquoi un ensauvagement ? Qu'est-ce qui a fait qu'on est passé à cette violence ? Mais parce que je pense aussi que, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense vraiment que la notion d'autorité dans notre pays a été complètement effacée. Quand il n'y a plus d'autorité, comment voulez-vous que des jeunes se disciplinent ? Et de contraintes, oui. Il y a aussi une formation de l'esprit. Pour moi, il y a aussi une énorme formation de l'esprit critique. On avait parlé sur la lecture, mais absolument. Le rapport au monde, le rapport au réel, je rappelle quand même que la réalité, il n'est qu'une seule, c'est celle qu'on partage tous. Et j'ai l'impression que les gens n'ont plus ce rapport justement à cette réalité et à la violence. Alexandra enseigne, moi j'enseigne également dans une école de droit. Le fait de demander à des étudiants qui sont des étudiants supérieurs, de ne pas regarder leur téléphone portable, de pas être sur leur téléphone portable pendant les cours. Et je le fais gentiment en plus, parce que en général je dis tiens, c'est marrant, vous êtes en train de vérifier si ce que je dis est vrai sur votre téléphone, c'est amusant. Ah, c'est pas mal ça. C'est rien que ça. Mais c'est insupportable. C'est-à-dire que on a l'impression d'être de demander un truc. C'est une prothèse numérique. C'est une prothèse. C'est une extension du corps, le téléphone portable. C'est très compliqué, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la moindre contrainte est perçue comme quelque chose d'attentatoire à la liberté. Mais vous vous rendez compte quand même de ce qui s'est passé, de ce qui se passe, c'est-à-dire des gosses de 14 ans qui poignardent une femme de 31 ans. Enfin, c'est pas un événement nouveau. Enfin, non, c'est pas nouveau, mais elle avait un enfant de 4 ans, et lui, il ne reverra pas sa maman revenir. La violence, c'est la limite finalement de l'humain. Quand on a beau faire tout ce qu'on veut, d'abord on a le dialogue, on a la pensée, ce qu'on veut, il y a le dialogue ensuite pour essayer d'exprimer cette pensée, puis quand on n'a pas forcément les mots dans le dialogue, comme on disait tout à l'heure, il y a la violence derrière. Et je pense, moi je reste persuadé d'une chose, que ça me regarde que moi, mais c'est pas véritablement le problème de l'État, c'est le problème d'abord des parents. C'est le problème, normalement l'État il est là pour que tout se passe bien. Oui, mais c'est quand même le problème de la société. Oui, non, mais c'est le problème de l'école où vous avez, je ne sais plus quel est le chiffre, en 6e, X% d'élèves qui ne savent pas lire. Quand vous voyez les copies, vous voyez dans le supérieur, mais aussi au collège. Moi j'ai interrogé un enseignant qui m'a dit il y a une copie sur 5 que je ne peux pas déchiffrer, donc je mets une note approximative. Déchiffrée. Il m'a dit je mets une note approximative. Oui, mais est-ce que vous savez... C'est bien sûr le problème. Alors attendez, quand on a un problème à l'école, on convoque les parents.
Parce qu'il y a une autorité de tutelle derrière, et puis parce qu'on s'en remet finalement à ceux qui font l'éducation des enfants. Et donc c'est un effondrement général. Mais c'est un effondrement général. Après, le système éducatif, il est fait pour poursuivre ce que les parents ont donné pendant ces premières années, et puis ce qu'ils donneront tout au long de la vie. Mais derrière, le système c'est pas le système scolaire qui amène la violence. C'est pas ça. Ce sont les individus qui... On peut quand même questionner le système scolaire. Moi, par exemple, quand vous avez en 6e des jeunes qui sont autorisés à rentrer en 6e et qui ne savent ni lire ni écrire, je suis désolée, il y a un vrai sujet. Il y a plein de tabous qu'il faudrait qu'on ait le courage d'affronter. Typiquement, la grille de notation. Non mais, j'invite les professeurs à expliquer les grilles de notation qui sont imposées. C'est-à-dire le niveau de laxisme, de tolérance à la nullité est tel que moi, je pense quand on respecte les jeunes, on exige beaucoup d'eux. Et quel que soit leur niveau social. On marque une petite pause, on se retrouve dans un instant. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes une super radio, vraiment, vous êtes la radio du moment. Continuez, c'est super. Sud Radio, parlons vrai, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On continue de commenter ce drame hier à Nogent. Écoutez, hier, la mère d'Elias, ce jeune qui a été assassiné alors qu'il rentrait d'un entraînement de foot par deux délinquants qui étaient avec des bracelets électroniques, qui avaient interdiction de se voir et qui ont assassiné, comme elle l'a rappelé, Elias avec une machette. Elle était hier chez nos confrères de BFM TV. Elisabeth Borne, qui est ministre de l'Éducation nationale, nous a terriblement choqués, le père d'Elias et moi. Elle a tenu ces propos. Je la cite, « Le rapport sur le frérisme, la mort d'Elias ou les violences en marge du match du PSG choquent à juste titre les Français. Mais on ne doit ni légiférer à chaud, ni dans l'émotion. Ce serait bien d'éviter la surenchère de mesures éculées qu'on trouve sur l'étagère à chaque actualité dramatique. On doit s'attacher à identifier les causes qui conduisent à ces faits, à apporter avec sang-froid des réponses cohérentes, efficaces et réalistes. » De qui se moque-t-on ? Elisabeth Borne est ministre de l'Éducation nationale. Elle est au gouvernement depuis 2017. Elle a occupé plusieurs postes de ministre. Elle a été Premier ministre. On nous dit qu'elle est la numéro 2 du gouvernement. Elle est ministre de l'Éducation nationale. Madame Elisabeth Borne veut réfléchir, veut prendre le temps de réfléchir, mais on n'a plus le temps de réfléchir. Ouais, et ça fait 20 ans, voire 30 ans qu'on réfléchit. Elias a été assassiné en janvier, fin janvier. On est en juin, on n'était plus dans l'urgence. Et on voit pas bien ce qu'elle a trouvé comme... alors c'est difficile, on va pas leur jeter la pierre non plus, mais ne pas réagir dans l'urgence, c'est pourtant ce qui a été fait hier. Elle a parfaitement raison, et il y a un point où je veux juste mettre un peu en exergue, c'est que le politique devient le commentateur de sa propre inaction ou de sa propre action. Alors qu'il est là pour agir. C'est à nous de commenter l'action politique, c'est pas au politique de le faire lui-même. Donc il y a une inversion des rôles. Et c'est précisément ce qu'elle dit. Et pour moi, c'est le point le plus important dans son discours. Le politique, et l'exemple d'Elisabeth Borne est parfait, commande sa propre action. Elle veut se mettre en hauteur. Mais non, c'est pas ton rôle d'être en hauteur. T'es là pour être dans l'action, t'es là pour agir, t'es là pour répondre aux problématiques. T'es au milieu du ring. T'es au milieu du ring. T'as voulu être là, et ben maintenant tu prends les coups, t'es là pour prendre les coups. Et là, pareil, l'indécence du propos vis-à-vis des parents, quoi. C'est-à-dire que dire un truc pareil, c'est comment placer Elias entre le PSG ça n'a rien à voir. Tout est indécent. Mais vous savez, par exemple, là, alors à juste titre, on s'émeut du meurtre de cette jeune enseignante. Évidemment, moi, je suis bouleversée, comme tous les Français, par le meurtre de cette jeune femme. En revanche, on a l'air de découvrir que... je vous rappelle quand même que Agnès Lassalle, cette enseignante de Saint-Jean-de-Luz, elle a quand même été tuée par un de ses élèves. Je veux dire, on a l'air de découvrir, c'est-à-dire que nos responsables politiques sont effectivement dans le commentaire et tout le monde est choqué et surpris. Mais en fait, on va presque finir par s'y habituer. Parce que des enseignants qui sont tués par leurs élèves, Et là, on parle tu parles d'une personne qui est morte, on parle d'un meurtre, mais on oublie
au quotidien toutes les menaces de mort, les tentatives, les intimidations, que ce soit aussi des fois par les parents d'élèves eux-mêmes. Absolument. Mais la terreur dans laquelle les enseignants sont placés. Et on se demande quand est-ce que va être mis vraiment un vrai plan avec une vraie politique. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Je pense que moi, je suis très pessimiste. Je pense qu'on est foutu. Enfin, on a une génération foutue. Si, je vous assure. On a une génération. Il faut au moins augmenter effectivement le suivi en termes de sécurité, le suivi en termes psychologiques et l'encadrement et déjà pour délester les enseignants de ces problèmes-là. Voilà. C'est-à-dire que les enseignants parents et profs. Mais essayez de trouver un psy aujourd'hui. Essayez de trouver un psy. Mais déjà dans l'idée d'y aller. Mais déjà dans les enseignants, vous avez raison là-dessus. Les enseignants voient s'empiler une liste d'injonctions. Voilà, chaque année, voilà, ils ne sont plus en charge de ce qui est fondamental, c'est-à-dire enseigner, transmettre. Voilà. Mais quelle transmettre les savoirs. Mais il y a aussi des parce qu'elle n'est pas chez le politique. Par exemple, vous voyez ce jeune élève. Il a à 2 reprises, il a été sanctionné. Soyons courageux. Vous savez quoi? On le vire. Et il ne retrouve pas un système scolaire classique. Il va dans un centre, on crée ou on imagine des centres spécialisés pour ces jeunes. C'est-à-dire qu'on les extrait du cadre scolaire. Mais sauf que là, soyons courageux. Et pourquoi pas? Mais là, c'est un cas. Il a frappé. Vous discutez avec des enseignants qui vous racontent. Une enseignante de Seine-Saint-Denis m'a raconté qu'il y avait des élèves qui tasaient d'autres élèves. C'est-à-dire qu'on est confronté au quotidien à des actes de violence. Vous n'allez pas mettre tous les des conséquences immédiates. Comment on peut penser 30 secondes qu'un gamin qui en étrangle un autre, ça va se régler tout seul, qu'il n'y a pas de problème et que finalement c'était il y a 3 mois. De toute façon, peu importe. Il y a peut-être 2 sujets aussi. Il y a des actes isolés, celui qui arrive avec un couteau et puis qui est dans une phase tout à fait particulière et qui va donner violence à cette dame avec ce drame. Il y a les règlements de compte. On peut aussi avoir dans des il y avait déjà eu des cas de règlement de compte beaucoup. Donc ça, on peut pas les mettre dans le même système. Et puis après, trouver les réponses à des questions, c'est comment on redonne l'autorité, l'autorité de manière générale, et comment on prévient cette violence. Parce que c'est pas parce qu'elle a existé qu'elle réexistera. C'est pas parce que quelqu'un a essayé d'étrangler quelqu'un. Ça peut être indifférent dans une école, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une amourette ou quoi que ce soit. Mais comment on fait pour prévenir cette violence-là? Et puis comment on fait pour redonner, je reviens sur le sujet, mais comment on fait pour redonner aux parents le pouvoir de parents? La place de père doit être. Plus les lycées et les collèges seront des zones de violence, moins on arrivera à transmettre le savoir et plus ça favorisera Et j'ajouterai un dernier point. Peu importe les mesures qui seront prises, il faut qu'elles soient structurelles. Il ne faut pas juste interdiction des couteaux. Les résultats seront dans 20 ans. Garde à vue prolongée pour le lycéen, pour le collégien. Garde à vue prolongée de 24 heures. Et nous avons notre gagnant, c'est Raphaël de Cachan, qui remporte un bracelet de la collection Lettres de la marque Le Vent à la Française. Très joli bracelet à offrir pour la fête des pères qui sont intégralement fabriqué en France. Allez voir sur le site Le Vent à la Française, Made in France, absolument. Merci à vous. Très bonne journée sur Sud Radio.